Qu'est-ce que le rapport de Stora et pourquoi le rapport de Stora est-il important? Donc Benjamin Stora, c'est un historien le plus connu, le plus important sur la colonisation et la guerre d'Algérie depuis longtemps. C'était mon directeur de recherche aussi pour ma thèse. C'est le président Emmanuel Macron qui a demandé en fait à Benjamin Stora de rédiger un rapport pour faire un état des lieux aussi de la mémoire de la guerre d'Algérie. Parce que en fait, en France, la mémoire de la guerre d'Algérie véhicule des tensions, en fin de compte. Parce que ces mémoires de la guerre d'Algérie, elles véhiculent aussi une partie du racisme aujourd'hui qui est véhiculé dans la société française. Et donc ça provient en particulier de la guerre d'Algérie. Alors pas seulement, mais un des moments finalement où se cristallise le racisme en France, ça provient de la guerre d'Algérie aussi et du phénomène de décolonisation. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis d'autres personnes cherchent aussi à valoriser en quelque sorte un discours qui est anti-français quelque part. Et donc ça favorise aussi des discours qui sont extrêmes et qui sont véhiculés par les groupes islamistes par exemple pour attiser en fait une sorte de haine anti-française. Et donc tout cela, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup d'un point de vue aussi diplomatique dans les rapports entre les différents pays, entre la France et l'Algérie. Et donc ce qu'il faut, c'est essayer d'apaiser en quelque sorte aussi les tensions qui peuvent exister au sein de la société française et d'apaiser les tensions entre les deux pays, donc la France et l'Algérie. Et c'est pour cela qu'on a eu ce rapport de Benjamin Stora. Est-ce que les mémoires des Français et des Algériens convergent? Pensez-vous que les mémoires peuvent se réconcilier? Ça c'est une très lourde question aussi. Les mémoires entre la France et l'Algérie, non, ce sont deux pays différents qui portent des mémoires différentes. Donc là, on a des difficultés, des tensions aussi par rapport à ça. Donc c'est sûr que c'est pas forcément évident. On ne voit pas l'histoire de la même façon qu'on soit en France ou en Algérie. C'est évident. Néanmoins, on voit aussi qu'il y a une volonté chez certains d'avoir une convergence en fait de vues et d'essayer d'apaiser un petit peu ces mémoires-là. D'autres personnes sont dans une volonté, au contraire, un peu revancharde, n'ont pas envie du tout de ces rapprochements. J'ai participé à un sondage, et le premier sondage en fait franco-algérien, qui c'est à la fois donc avec les mêmes questions qui sont posées aux Français et aux Algériens, et qui est paru en mars dernier, donc dans la revue Historia. Et ce sondage-là, en fait, montre que à peu près, il y a des proportions à peu près identiques de part et d'autre de la Méditerranée, chez plutôt en fait des personnes âgées qui n'ont absolument aucune envie en fait qu'il y ait un rapprochement entre les Français et les Algériens. On est à 25-30% de la population de chaque côté. Donc il y a des personnes qui sont vraiment hostiles et qui n'ont vraiment envie d'aucun rapprochement. Ils sont dans le rejet de l'autre. Et au contraire, en fait, surtout chez les jeunes, à peu près dans des proportions identiques aussi, 70%, vous voyez, donc 7 jeunes sur 10 a plutôt envie en fait d'avoir des relations, de développer les relations avec l'autre pays et voit plutôt de manière positive aussi l'autre pays. Et donc pour ça, en fait, il faut parvenir à parler de ces mémoires-là, des mémoires de la colonisation, de la guerre d'Algérie. Pensez-vous que le rapport Stora apaiserait les tensions entre la France et l'Algérie? Alors, le rapport Stora, à la fois, fait couler beaucoup d'encre. Donc, ça a été un enjeu de débat aussi parce que certains n'ont pas envie, en fait, aussi d'apaiser les choses. Donc, il y a des critiques qui sont faites de ce point de vue-là et qui durent et qui perdurent. Et donc, on ne veut pas, en fait, faire avancer les choses. Par contre, on peut imaginer aussi que, justement, de part et d'autre de la Méditerranée, il y a des personnes qui ont envie aussi de travailler ensemble. C'est le cas aussi du président Tebboune, par exemple. Le président Tebboune, le président algérien, a rencontré Benjamin Stora et a rencontré évidemment Emmanuel Macron après. Et il a proposé d'ailleurs à Emmanuel Macron d'établir une commission mixte d'historiens franco-algérienne. Donc tout cela peut permettre aussi d'aller dans un sens aussi de travail en commun et d'apaisement des choses. Qu'est-ce que la commission Mémoire et Vérité? Alors la commission Mémoire et Vérité, c'est une commission d'historiens qui est mise en place à la suite du rapport de Benjamin Stora qui a été remis au président de la République. Et donc dans le rapport de Benjamin Stora, il y a toute une série en fait de mesures qui sont proposées.
des préconisations, qu'on appelle ça. Et donc ces préconisations, ce sont des éléments à mettre en œuvre, en fait, pour justement contribuer à apaiser les mémoires. Et donc, pour la mise en œuvre de ces préconisations, il y a une commission de personnes qui s'est réunie, qu'on appelle la commission Mémoire et Vérité. Mémoire au pluriel, parce qu'il y a des mémoires multiples de la guerre d'Algérie, et vérité, parce qu'il s'agit aussi d'établir la vérité, même si c'est compliqué, sur certains éléments. Alors ça peut être sur des éléments qui ne sont pas forcément encore, qui sont toujours en cours, sur la question des disparitions, par exemple, sur la disparition, en fait, c'est-à-dire les personnes qui ont disparu au cours de la guerre d'Algérie. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas où ont été les corps, ils sont morts, très vraisemblablement, mais on ne sait pas où sont les corps. Et donc, par exemple, c'est une question, évidemment, pour les familles qui est lourde, ou alors les questions des essais nucléaires aussi, plein d'éléments comme ça. Pour ce qui me concerne, j'ai fait partie de cette commission, donc Mémoire et Vérité, et j'ai été chargé d'organiser un colloque, un grand colloque international, qui s'est déroulé à la Bibliothèque nationale de France et à l'Institut du monde arabe, sur les oppositions intellectuelles à la colonisation et à la décolonisation. Parce que, en fait, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que tout le monde n'a pas forcément été d'accord, en fait, avec la colonisation et la décolonisation. Ça a été quelque chose qui a toujours été en débat dans la société française, dans la société algérienne aussi, bien entendu, mais également d'un point de vue international. Et donc, il s'agissait ici de voir justement quelles étaient les positions de ces oppositions à la colonisation et à la guerre d'Algérie. Je rajouterais juste qu'il y a toujours aussi en chantier un projet de musée ou d'institut de la France et de l'Algérie qui devrait ouvrir ses portes à Montpellier. Donc ça, c'est un projet qui est toujours en cours. Et il y en a d'autres aussi, justement, notamment, par exemple, la création d'un office de la jeunesse franco-algérien. Donc voilà, pour développer les rapprochements et les liens entre les jeunes français et les jeunes algériens. Ce sont des éléments qui sont toujours en cours, en fait, et qui doivent aboutir à des réalisations encore dans les prochaines années. Pouvez-vous expliquer quel est le crime d'État concernant Ali Boudmengel et qui est-il et quelle est son histoire ? Alors, hier, il y a eu dans la ville de Gonesse une allée, en fait, qui a été dénommée à son nom. Voilà, donc Ali Boudmengel, c'était un avocat algérien et qui a été arrêté par les parachutistes pendant la bataille d'Alger. Donc la bataille d'Alger, c'est en 1957 à Alger, donc, et c'est en fait une très grande répression qui s'est abattue sur les Algériens, sur les Algérois, à cette période-là, pour essayer de retrouver en fait les combattants nationalistes algériens qui militaient pour l'indépendance. Et donc Ali Boudmengel en faisait partie. C'était une des figures. C'était un avocat, c'était un penseur aussi du mouvement national algérien. Et au bout du compte, il a été arrêté en fait, et on a dit qu'il s'était suicidé. Et en fait, il a été assassiné. On l'a jeté en fait du 6e étage, et donc il faisait partie des personnes en fait qui avaient été une sorte de suicide en fait pendant sa détention, alors qu'évidemment il n'en était absolument pas question. Et ça a amené par exemple aussi son professeur de droit, parce qu'il était avocat, donc son professeur de droit, il s'appelait René Capitan. C'était un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était proche du général de Gaulle. Et donc, il était professeur à l'université. Et quand il a appris, en fait, ce qui s'était passé pour son ancien élève, il a décidé, en fait, d'arrêter les cours en protestation à ce qui venait de se passer aussi. Ça a contribué aussi à véritablement, cette mort-là a été dénoncée aussi parce que c'était inadmissible pour beaucoup de personnes ce qui venait de se passer. Qu'un homme de droit soit exécuté comme ça, sans autre forme de procès, justement. Pourquoi Gisèle Halimi mérite-t-elle d'aller au Panthéon ? Qui est-elle ? Quel rôle a-t-elle joué pour l'indépendance de l'Algérie ? Alors, Gisèle Halimi, c'était une avocate également qui a commencé. Alors, elle était d'origine tunisienne. Elle a commencé en fait à devenir avocate pendant la guerre d'Algérie, et elle a combattu en fait aussi en faveur de l'indépendance algérienne, en défendant des femmes, en particulier Djamila Boupacha. Mais d'autres procès également. Elle a fait partie en fait des défenseuses de ce que l'on a appelé en fait les porteurs de valises. Alors les porteurs de valises, en fait, ce sont des personnes des Français
qui ont aidé en fait à l'indépendance algérienne. Ils étaient proches du FLN, le Front de Libération Nationale. Ils aidaient en fait justement en hébergeant des Algériens, en favorisant leurs déplacements de manière clandestine parce qu'ils pouvaient être arrêtés à tout moment, en collectant également l'argent, en aidant à la collecte de l'argent pour aider en fait le FLN pour pouvoir aller dans le sens de l'indépendance. Et donc il y a eu un très grand procès qui s'est déroulé en septembre 1960 de ces porteurs de valises là. Et donc elle, Gisèle Halimi, était une des défenseuses en fait de porteuses de valises aussi. Donc elle a fait partie des personnes qui ont été donc par leur métier d'avocat, elle a défendu aussi à Alger même, en Algérie, des indépendantistes et donc elle a contribué aussi, si vous voulez, à l'indépendance algérienne avec l'arme du droit. Et puis après, elle était déjà féministe, elle a poursuivi après son activité en tant que militante féministe aussi, en défendant des jeunes femmes, notamment qui avaient avorté en fait parce que c'était encore interdit à cette époque-là. Et donc tout cela en fait, toute son action a été justement dans le sens de l'obtention de droits. La possibilité pour les Algériens de devenir indépendants, la possibilité pour les femmes de pouvoir disposer de leur corps, tous ces éléments-là en fait ont été importants dans la vie de Gisèle Halimi et c'est pour cela aujourd'hui qu'il serait important qu'elle soit au Panthéon, parmi les grands hommes et les grandes femmes de notre République. En ce moment, sur Insta, tourne la vidéo du président Macron à Alger en 2017 qui répond à un jeune Algérien qui l'interpelle sur la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec la colonisation? Vous n'étiez pas né, qu'en pensez-vous? Alors, je ne connaissais pas ce post Instagram. Alors, il a dit plein de choses en fait au moment de son voyage en 2017 en Algérie. Ce sont des propos évidemment qui sont, vous savez, aujourd'hui on prend simplement des tout petits propos en fait, la phrase clash et on va le faire circuler. Aussi, ce que je trouve très intéressant en fait, c'est de voir que c'est aujourd'hui que ce post Instagram circule. Alors qu'en fait, on a d'autres déclarations du président Macron de son voyage en 2017. Vous voyez, on est aujourd'hui en 2022. Et on repart sur des propos qui ont été dits en 2017. Et aujourd'hui, on commence à refaire circuler ces propos-là. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit ces propos-là ? Il a dit au cours de ce même voyage que la colonisation était un crime contre l'humanité. D'accord ? Donc ce sont des propos qui ont été très forts et qui lui ont été reprochés en France aussi. D'accord ? Et donc, après, il a cherché à atténuer aussi, justement, parce qu'il a vu que ça faisait polémique. Et on était en pleine campagne pour sa première élection, donc celle de 2017. Donc, il a vu que ça a créé polémique, mais pour lui, qui n'a pas connu la colonisation, je pense qu'effectivement, il est plutôt dans quelque chose qui est, on va dire, critique par rapport à la colonisation. Si la France reconnaissait l'abjection de la colonisation, quelles seraient les conséquences ? Ici, ça reprend aussi sur le rapport Stora. Benjamin Stora, quand il a écrit son rapport, il a regardé un peu ce qui s'était fait ailleurs aussi. Donc, dans d'autres pays, en fait, ce qui s'est déjà passé, par exemple, pour les États-Unis par rapport aux Indiens d'Amérique, aux Amérindiens. Il y a, par exemple, eu à ce moment-là aussi des discours d'excuses. Et en fait, les discours d'excuses, souvent on dit « pardon, excusez-moi », mais en fait, derrière, le comportement ne change pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on peut faire un beau discours, et puis en fait, dans la mise en œuvre, il n'y a rien qui se passe. Et donc, effectivement, ça peut paraître important de reconnaître les choses et de dire les choses en tant que telles. Ça, c'est une chose. C'en est une autre également d'avoir des réalisations concrètes, d'aller dans un sens de réparation concrète en tant que tel. Et c'est peut-être ça le plus important. Et justement, Benjamin Stora, ce qu'il a voulu faire, c'est montrer en fait à travers des actions concrètes, vous voyez, la mise en œuvre, par exemple, d'un musée de la France et de l'Algérie, la mise en œuvre de réparation par rapport aux essais nucléaires, la mise en œuvre de restitution de biens spoliés, la mise en œuvre de tout un certain nombre d'aspects. Il y avait 22 préconisations en tout. La facilitation, par exemple, de l'accès aux archives aussi. Tous ces éléments-là, en fait, montrent qu'il y a un rapprochement qui peut être fait de plus en plus et des éléments de réparation en tant que tels qui sont mis en place en faveur des Algériens.